Au sommaire de Jacques TV Podcast, une interview exclusive du perchiste Renaud Lavillenie, découverte d'une start-up Voodoo qui a inventé le bois augmenté, gros plan sur l'usage des composites dans le bâtiment en compagnie de Christophe Pinetruy, enfin notre invité Laurent Détouche qui propose de reconstruire la flèche de Notre-Dame en composite. Bonjour à tous et bienvenue dans le GEC Podcast, l'émission sur l'actualité et les usages des composites. Avec comme invité pour ce premier podcast, Laurent Détouche. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes le dirigeant de Solutions Composites. Avec votre équipe, vous cherchez à exploiter les potentialités des matériaux composites, en particulier dans les secteurs du génie civil, du bâtiment et de l'industrie. Vous vous retrouvez aujourd'hui au cœur de l'actualité avec votre proposition de reconstruire la flèche de Notre-Dame en composite. Face à ce drame, il me fallait panser la plaie et c'était ma façon de le faire. J'ai commencé à dessiner donc dès le vendredi suivant avec cette idée donc de rendre la possibilité à la lumière de rentrer et de laisser aux architectes et surtout aux designers, aux artistes la possibilité de décorer, de travailler le verre. Une forme nouvelle, c'est pas uniquement du remplacement d'anciens matériaux par des matériaux composites. Non, la forme elle-même est nouvelle. La forme elle-même est nouvelle, donc sur une base de croix qui va évoluer jusqu'à une pointe très fine et complètement couverte de verre, en laissant la possibilité de travail de ce verre à tous les artistes du verre. Très bien, merci Laurent. Je vous propose de revenir dans un instant à votre projet. En attendant, nous allons nous intéresser au sport et à une discipline olympique dans laquelle les composites jouent un rôle majeur, le saut à la perche. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Renaud Lavillenie, champion olympique et champion du monde avec un saut à 6,16 m. Renaud Lavillenie, sauteur à la perche et champion olympique. Les perches que j'utilise aujourd'hui, c'est la même conception, la même technologie que les perches qu'utilisait Bubka dans les années 90. En termes d'innovation, il y a eu l'apparition du carbone. Par rapport à celle que j'utilise, c'est 100% fibre de verre. Celle où il y a du carbone, c'est beaucoup de fibre de verre et un peu de fibre de carbone. Et cet ajout de fibre de carbone va apporter deux choses. D'une, un peu de légèreté. Par contre, elle va avoir une caractéristique de saut, entre guillemets, qui va être différente parce que la flexion et du coup le retour d'énergie est différent dû au carbone. J'ai un rapport très privilégié avec les frères Hadfield de chez Nike, Tinker qui a créé la Air Max et Toby qui a créé la Nike Free. Je les ai aidés à collaborer pour développer une nouvelle paire de pointes pour la perche. Tu sais que ta performance passe aussi par les chaussures parce que j'ai une paire que je prends généralement en début de saison d'entraînement, qui est une paire qui est très souple et avec elle j'ai l'impression que je perds 10-15 cm en performance pure. Puis après d'aller sur la paire de compète où là c'est j'ai beaucoup plus j'ai une plaque en carbone qui rigidifie énormément. Laurent, vous êtes spécialiste des composites. Que vous inspire le saut à la perche et la performance de Lavillenie ? J'oserais que la perche, c'est mon outil aussi à moi. Hein. C'est ce que j'utilise comme image pour illustrer le comportement mécanique des composites. On s'en sert dans la documentation et dans les explications qu'on peut donner sur l'élasticité, sur la légèreté. C'est un très bel outil et très belle performance. Revenons à votre projet de reconstruire la flèche de Notre-Dame en composite et au-delà sur l'importance croissante des composites dans la construction. C'est la rubrique invité. Laurent, comment vous est venue l'idée de reconstruire la flèche de Notre-Dame en composite ? Le carbone qu'on suggère d'employer est aujourd'hui le meilleur matériau en termes de rapport rigidité-poids sur le marché. Adjuvé avec des résines correctement formulées, on arrive à un comportement au feu aussi très performant, hein, qui nous éloigne et qui nous fait dépasser très largement les performances du bois. Et sur le plan environnemental, on a aussi beaucoup d'atouts à exprimer. Hein, plutôt que d'aller peut-être aller couper des chênes centenaires par milliers, on a peut-être d'autres propositions aussi sur la charpente. Mais on va s'en tenir à la flèche. Très bien. Votre entreprise Solutions Composites est bien connue dans le monde de la construction. Vous donnez d'ailleurs l'exemple avec votre nouveau siège social construit entièrement ou presque en matériaux composites. Quelle était votre motivation à l'origine de ce projet ? Construire avec les composites n'est pas une fin en soi pour nous. Hein. Nous, notre objectif, c'était
proposer un matériau à l'architecte demain qui soit un matériau réellement performant. Notre objectif, c'est d'aller vers la construction durable, une construction sobre, une construction qui prenne en compte toutes les données environnementales du site, pas simplement des artifices, mais d'exploiter à fond tous les flux solaires, les flux de vent, les flux... Et par exemple, notre bâtiment est un véritable collecteur d'énergie, puisqu'il va collecter à peu près 7 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme réellement. Mais on reproche souvent aux composites d'être plus coûteux à mettre en œuvre. L'idée est de permettre de réduire les coûts en industrialisant la construction. C'est le projet Wally+. De quoi s'agit-il exactement ? Changeons s'il vous plaît de paradigme quand on parle de coûts. Pendant longtemps, les gens sont limités finalement à regarder le coût d'acquisition, le coût des matériaux, ce qu'on appelle le débours dans le métier de la construction, et après les coûts d'exploitation. Acceptons de regarder ça à l'échelle du temps, à l'échelle de ce qui va advenir, de ce que le bâtiment va consommer, de ce qu'il va nécessiter en entretien, de l'espace qu'on va gagner. Notre mur est pour la même performance, 10 cm moins épais qu'un mur conventionnel. Alors, je crois qu'il est également insensible à la corrosion. Il est insensible à la corrosion. Vous pouvez aller vers des murs végétalisés également. On va offrir plein de fonctionnalités sur ces murs. On a parlé de collecter l'énergie, on a parlé de décarboner à travers l'apport de végétaux en surface. Et on n'a pas parlé de cette possibilité de non seulement recycler le matériau, mais beaucoup mieux de réutiliser ce matériau en fin de vie. Il n'y a pas de fin de vie annoncée sur les composites qu'on utilise. On va pouvoir les démonter et aller les remonter sur un autre bâtiment. C'est complètement nouveau. Alors, j'ai eu la chance de visiter le siège social, et pour ceux qui souhaiteraient en connaître et en savoir davantage sur ce sujet, je vous renvoie au reportage que nous avons publié dernièrement dans le GEC Composite Magazine. Merci Laurent. Merci. Vous souhaitez donc reconstruire l'une de nos plus anciennes cathédrales en matériaux composites, avec des matériaux donc ultra modernes. Alors, ça, nous le savons, ils sont très modernes, mais vous savez que l'usage des matériaux composites est très ancien, comme va nous l'expliquer Ignace Verpoest. C'est la rubrique Histoire. Bonjour Ignace Verpoest. Good afternoon, Frédéric. Ignace, you are Professor Emeritus at the University of Leuven and somehow the memory of composite. In the collective imagination, these are modern materials, but in reality, their use go back to very ancient time. Yes, indeed, Frederick. Already the pharaohs in Egypt have been using bricks which are reinforced with fibers. In fact, these bricks are just dried mud and are rather fragile. And by adding straw or flax fibers or reed, they can stop the cracks in these bricks and hence make their constructions more durable. It is the same Ignace technique that is still used today? Basically, it is the same composite concept. One is adding fibers to another material, what we call the matrix, to improve the mechanical properties. However, in modern day composites, we are adding fibers mainly to increase the rigidity. If I have a plastic like this one here, it very easily deforms. Whereas if I have a composite material, it's very hard to deform it. It's very stiff. So in that sense, we have added a new concept to the composites, namely increasing rigidity and, by the way, also increasing the strength. Thank you very much, Ignace. Well, thank you very much and see you next time. We find this next month for a new plunge in the history of composite. I guess we will speak about carbon fiber. Laurent, nous allons maintenant nous intéresser à un matériau traditionnel, le bois, très utilisé également en construction. Mais savez-vous que grâce aux travaux d'une jeune société, Woodoo, une nouvelle génération de bois composite émerge, plus solide et très étonnamment apte à devenir une surface translucide ou tactile. C'est la rubrique Startup. Bonjour Timothée. Bonjour Frédéric. Timothée, votre start-up souffle ses deux bougies et elle participe au programme Startup Booster de GEC World. Vous développez un nouveau matériau, le bois augmenté. De quoi s'agit-il ? Ce qu'on fait avec ce matériau, c'est qu'on enlève une molécule qui s'appelle la lignine et on la remplace par un polymère biosourcé, un polymère de spécialité qui décuple les propriétés du matériau.
Donc ça a différentes vertus que je vous expliquerai juste après. Mais en tout cas, on peut utiliser tout type de matériaux bois et ceux qu'on privilégie, c'est les bois de faible constitution. Donc le peuplier, le charme, le tremble, des essences qui sont à faible valeur ajoutée parce elles sont largement disponibles et elles vont avoir un impact maximal sur le bienfait qu'elles font à l'environnement demain. Mais concrètement, comment augmentez-vous votre bois ? Alors, donc, on prend du bois massif, on enlève une molécule qui s'appelle la lignine. La lignine, c'est un peu comme le ciment ou la colle entre les fibres du bois. Et on la remplace par donc, soit un polymère biosourcé, soit un polymère recyclé, qui vient créer des liens anatomiques beaucoup plus forts entre les fibres et qui rend le bois donc translucide. Ça, c'est un aspect esthétique intéressant, notamment pour les architectes ou pour les designers automobiles. Imputrescible, plus résistant au feu et beaucoup plus rigide que le bois d'origine, jusqu'à 3 à 4 fois. Les qualités translucides du bois ouvrent de nouvelles perspectives en matière de mobilité durable, notamment, et les intérieurs d'automobiles en particulier. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, absolument. Donc, alors, le premier matériau, en tout cas, la première application qu'on va apporter sur le marché, ça va être des surfaces tactiles en bois. Donc, on peut remplacer des interfaces en verre traditionnelles et on travaille notamment avec AMG et Mercedes-Benz sur le sujet. Ça va permettre d'intégrer la technologie dans les éléments d'intérieur. On va avoir des parties de véhicules qui vont être aussi plus légères, plus résistantes et puis qui vont répondre à des nouvelles fonctionnalités. Donc aujourd'hui, on est une petite vingtaine de personnes dans l'entreprise. On est à l'étape d'industrialisation du process et donc on est en ce moment en levée de fonds pour passer à l'étape suivante de cette aventure technologique. Merci Timothée et succès à Woodoo pour cette levée de fonds. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt. Laurent, avec Timothée, vous êtes tous deux ardents partisans de l'usage des matériaux composites dans la construction et le bâtiment, mais il faut reconnaître que des freins existent à leur acceptation à grande échelle. Pour en discuter, je vous propose de mettre le cap sur Nantes, où nous attend Christophe Bidétruy de l'École centrale de Nantes. C'est la rubrique Interview. Bonjour Christophe Bidétruy. Bonjour Frédéric. Christophe, vous êtes professeur des universités, spécialiste des composites et enseignant à l'École centrale de Nantes. Vous formez les futurs ingénieurs aux composites et à leur usage pour leur permettre, entre autres, de concevoir les bâtiments de demain. Le bâtiment, c'est pourtant l'un des rares secteurs où l'on privilégie encore les matériaux de nos grands-parents. Pouvez-vous nous expliquer cette situation ? Je pense que l'origine de ça est un frein culturel et générationnel. On a quelque part la chance d'avoir des acteurs extrêmement structurés de grande taille en France, comme Bouygues, Vinci, Lafarge, qui ont tendance effectivement à privilégier le béton comme quelque part le matériau de référence, l'état de l'art dans la construction. Mais la nouvelle génération d'ingénieurs que vous formez a-t-elle plus d'appétence pour les matériaux composites et le potentiel qu'ils représentent ? Oui, effectivement, on constate que les étudiants sont effectivement très, très demandeurs. Alors, c'est une nouvelle génération, je pense, qui est beaucoup plus sensibilisée à gérer les conséquences environnementales du choix des matériaux et donc, de fait, sont plus ouverts effectivement à l'utilisation d'autres classes de matériaux. Merci beaucoup, Christophe. Laurent, partagez-vous l'optimisme de Christophe quant à l'usage grandissant des composites, évidemment, dans la construction notamment ? Évidemment, c'est notre quête. Et je partage aussi la quête de la société Woodoo, à savoir s'inspirer de la nature, ce travail sur le biomimétisme. Alors on n'a pas pris le sujet dans le même sens, mais avec la pultrusion, en tirant des fibres, y compris des fibres végétales et des résines végétales, on va s'approcher des qualités du bois, on va peut-être même les corriger pour avoir un matériau industriel plutôt stable, plutôt qualifié exactement avec les propriétés qu'on attend. Et je crois que surtout derrière, on a la même quête et les mêmes objectifs, c'est d'innover pour construire un monde durable. Merci Laurent pour votre participation à ce podcast. Merci également Christophe pour votre intervention. Je donne rendez-vous à notre auditoire d'ici un mois pour un nouveau podcast. Merci.